Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Les portes de la création. Tome 2 de la saga des Hommes-Dieux. Par Philippe José Farmer. Chapitre 1. Les frondaisons géantes de 30 mètres de haut avaient dissimulé l'objet qui apparaissait dans le ciel. Wolf aperçut une masse de plus d'1,5 km de long sur 400 mètres de large et près de 20 d'épaisseur qui devait se déplacer à 60 mètres au-dessus du sol. Elle était apparemment poussée par le vent dans une direction inconnue du compas. Sur ce monde sans soleil, nord, sud, est et ouest ne signifiait rien. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Une île volante. Dépêchons-nous. Il faut rejoindre le village avant l'attaque. » Wolf se mit à courir à la suite des autres. De temps à autre, il levait les yeux pour apercevoir l'Aéronésus à travers les frondaisons géantes. Elle descendait rapidement vers l'extrémité opposée de l'île. Il rattrapa Vala et lui demanda comment l'île était manœuvrée. Elle lui répondit que les indigènes se servaient de valves naturelles pour libérer l'hydrogène des sacs géants. La procédure requérait la présence de pratiquement tous les habitants de l'île, car chaque valve était manœuvrée à la main. Pendant la phase de descente, tout le monde aidait à la navigation. Comment se dirige-t-il ? Les sacs à hydrogène ont un orifice d'échappement. Quand les abutals veulent diriger l'île d'un côté, ils lâchent du gaz de la batterie de sacs située du côté opposé. La poussée obtenue n'est pas formidable, mais ils sont adroits. Cependant, ils doivent compter aussi avec les courants aériens et leurs manœuvres ne sont pas toujours efficaces. Par 2 fois déjà, nous avons été attaqués par les abutals et, par 2 fois, ils ont manqué l'île. Ils lancent des ancres marines, des câbles lestés d'une grosse pierre pour se ralentir. La première fois, les attaquants ont améré à côté de l'île et ont dû nous donner l'assaut par la mer. Ils ont échoué. Elle s'interrompit en levant les yeux vers le ciel, puis s'écria « Oh, que l'os nous protège! Voilà les îles Mawir !» Tout d'abord, Wolf eut l'impression que la 50aine de petits objets qui venaient de se détacher de l'île étaient des avions. Lorsqu'ils décrivirent des cercles pour se poser contre le vent, il vit que c'étaient des planeurs. Les ailes, d'une envergure de 15 mètres, étaient pâles et translucides, et leurs bords d'attaque largement dentelés. L'image d'un œil surmonté de 2 sabres croisés ornait leur surface inférieure. Le fuselage était un simple châssis peint en rouge, de même que la gouverne et les ailerons. Le pilote était dans une nacelle d'osier située en avant du plan de sustentation. Le nez de l'appareil était arrondi et prolongé par une espèce d'éperon d'environ 5 mètres de long. « Comme la défense d'un narval », se dit Wolf. Effectivement, il devait apprendre plus tard que ces éperons provenaient d'un poisson géant. Un planeur passa au-dessus d'eux sur une trajectoire qui le ferait atterrir un peu plus en avant. Wolf aperçut le pilote dans sa nacelle. Il avait des cheveux roux dressés verticalement à une hauteur d'au moins 30 cm. Ils étaient drus et luisants, probablement enduits de quelques fixateurs. Son visage était peinturluré comme celui d'un peau rouge. Des cercles rouges et verts et des chevrons noirs couvraient son cou et la partie visible de ses épaules. « Le village est à 800 mètres d'ici, » fit Vala, « à l'autre extrémité de l'île. » Wolf se demandait pourquoi le sort du village l'intéressait tellement. Depuis quand les seigneurs s'inquiétaient-ils des autres ? Elle expliqua que, si les îles Mawir réussissaient à se poser, ils extermineraient tous les êtres humains qu'ils trouveraient dans l'île, après quoi ils implanteraient leurs propres excédents de population pour former une colonie. L'île n'était pas entièrement plate. Quelques buttes éparses s'élevaient, dues à une discontinuité dans la structure du sol végétal. Wolf grimpa au sommet de l'une d'elles qui dominait les frondaisons. L'Aéronésus était maintenant à 20 mètres d'altitude et descendait lentement vers le village. Celui-ci comportait une centaine de huttes de palmes en forme de ruche. Une enceinte de 6 mètres de haut le fortifiait. Elle semblait constituée de pierres, de bambous, de branchages et d'étranges poteaux de couleur blanchâtre qui étaient peut-être les os de quelques gigantesques créatures marines. Hommes et femmes étaient rassemblés à l'intérieur de l'enceinte, mais plusieurs groupes stationnaient à l'extérieur, armés de lances, d'arcs et de flèches. Derrière le village, plusieurs pontons de bambou s'avançaient dans la mer. Des embarcations de différentes formes et tailles y étaient accostées, ainsi que le long du rivage.
La partie inférieure de l'île volante était un enchevêtrement serré de racines végétales. Quelques ouvertures étaient cependant visibles, d'où pleuvaient à intervalles réguliers de grosses pierres plates, blanches comme du gypse, attachées à l'extrémité de longs câbles végétaux. Les pierres tombaient généralement dans l'eau, entraînées par l'île volante, avant de heurter le rivage. Certaines s'accrochaient aux pontons de bambou, d'autres se prenaient dans l'enceinte aux matériaux hétéroclites. La plupart bondissaient sur le sol, éventrant les huttes et fauchant tout sur leur passage. En même temps, d'innombrables projectiles bombardaient le village. Flèches, épieux, moellons, objets incendiaires pleuvaient sans répit des ouvertures. Des indigènes tombaient, des huttes commençaient à brûler, des objets incendiaires explosèrent, dégageant une fumée dense et noire. Les défenseurs, cependant, n'étaient pas sans ressources. D'un grand bâtiment au milieu du village sortit un groupe d'hommes et de femmes portant de curieux objets. Ils les enflammèrent et les lancèrent. Ils s'élevèrent en tournoyant vers le socle de l'île volante, où plusieurs restèrent accrochés aux racines. Puis ils explosèrent, et le feu se propagea rapidement. Le toit d'une hutte se souleva et retomba d'un côté. Les parois s'écartèrent l'une après l'autre et formèrent sur le sol une fleur aux pétales géants. Au centre de la hutte apparaissait une catapulte en forme d'arc énorme, munie d'une flèche pointue qui ressemblait à l'éperon attaché au nez des planeurs. Autour de la flèche étaient liés plusieurs sacs végétaux enflammés. La corde tendue de la catapulte fut lâchée. La flèche partit en spirale et alla se ficher profondément parmi les racines de l'île volante. Les servants de la catapulte commencèrent à retendre la corde. Un homme tomba d'une ouverture de l'île volante, suivi bientôt d'une dizaine d'autres. On eût dit qu'ils descendaient en parachute. Leur chute était ralentie par une grappe de sacs végétaux attachés à un harnais qui leur enserrait la poitrine et les épaules. Le premier abutal fut atteint d'une flèche juste avant de toucher le sol, puis 3 autres furent transpercés à sa suite. Les 7 survivants se posèrent à quelques mètres de la catapulte. Ils défirent leur harnais, et les sacs s'élevèrent rapidement vers le ciel. Mais déjà, ils étaient cernés. Ils combattirent si vaillamment que l'un d'eux parvint à la catapulte avant de s'écrouler, transpercé par 2 lances. L'île volante, poussée par le vent, commença à dépasser le village. D'innombrables lianes lestées de pierres avaient été lâchées, et certaines s'étaient prises dans l'enchevêtrement des murs sans se rompre. Puis des cordes tombèrent sur les frondaisons géantes, et d'énormes boucles se resserrèrent autour des tiges et des troncs. Retenue à l'avant, l'énorme masse pivota lentement au-dessus de l'île. Tous les planeurs avaient touché terre, pas toujours sans dommage. Étant donné la densité de la végétation, certains s'étaient écrasés dans les frondaisons géantes, d'autres avaient rebondi de branche en branche avant de rester accrochés au-dessus du vide, leur pilote tué ou éjecté de sa nacelle. Mais d'où il était, Wolf apercevait au moins 20 pilotes indemnes, qui se frayaient maintenant un chemin à travers la jungle, et il devait y en avoir d'autres. Il entendit crier son nom. Vala était revenue sur ses pas et se tenait au pied de la butte. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» lui demanda-t-elle, furieuse. « Que tu le veuilles ou pas, Jadawin, il te faudra prendre parti. Les Abutals te massacreraient. »« Sans doute, » concéda Wolf en redescendant vers elle. « Mais d'abord, j'ai préféré me faire une idée de ce qui se passe en réalité. Je n'ai pas pour l'habitude de me précipiter les yeux fermés dans la bataille. Toujours aussi avisé et prudent, je vois. Bah, après tout montre que tu n'es pas un imbécile, ce dont je me doutais déjà. Mais crois-moi, Jadawin, tu as besoin de moi autant que j'ai besoin de toi. Seul, tu ne t'en sortirais jamais. » Il la suivit, et ils arrivèrent bientôt à l'endroit où était Rintra, tapi derrière un buisson géant. Il leur fit signe de ne pas faire de bruit. Lorsqu'ils furent à côté de lui, Wolf regarda dans la direction qu'il indiquait. 5 guerriers Abutals se tenaient à moins de 20 mètres d'eux. La queue d'un planeur disloqué émergeait d'un fourré saccagé sur leur gauche. Tous les guerriers avaient de petits boucliers circulaires en os et des javelots de la même matière à la pointe de bambou. Plusieurs disposaient en outre d'arcs et de flèches. Les arcs, faits d'une substance qui rappelait la corne, étaient courts et incurvés aux extrémités. Ils étaient constitués de 2 parties emboîtées dans un manchon central en corne. Les guerriers étaient trop loin pour qu'ils puissent entendre ce qu'ils disaient. « Quelle est la portée de ton vibreur ?» demanda Vala. « Il tue jusqu'à 18 mètres. Après, brûlure au 3e degré jusqu'à 25 mètres, puis l'effet va en décroissant. »« Qu'est-ce que tu attends pour en profiter ? Tu peux les avoir tous les 5 en même temps. Ils ne sauront pas ce qui leur arrive. » Wolf soupira.
À une époque, il n'aurait pas eu besoin des exhortations de Vala. Ils seraient tous morts depuis longtemps, et peut-être aurait-il achevé le travail par mesure de prévention sur Vala et Rintra. Mais il n'était plus Jadawin, il était Robert Wolfe. Vala ne comprendrait pas cela, ou, si elle le faisait, elle prendrait ses hésitations pour de la faiblesse. Il ne voulait pas tuer, mais il doutait qu'il y eût un autre moyen de forcer les Abutal à renoncer à leur attaque. Vala les connaissait, et elle avait probablement dit la vérité. Il était obligé de prendre parti, que cela lui plût ou non. Un hurlement retentit derrière eux. Wolfe plongea à plat ventre et se redressa pour voir 3 autres guerriers Abutal à moins de 15 mètres d'eux. Ils avaient débouché de derrière un buisson et chargeaient, javelot levé. Il pointa son arme et appuya sur un mince rectangle en saillie au-dessus du canon de 35 cm. Un pinceau lumineux d'une blancheur aveuglante zébra le corps des 3 guerriers. La végétation autour d'eux et derrière se mit à fumer. Les 3 hommes tombèrent face contre terre, lâchant leurs javelots, et ne bougèrent plus. Aussitôt, Wolfe se redressa sur un genou et fit volte-face. 2 archers le visaient. Il les abattit d'abord, puis tua les 3 qui restaient. Toujours baissé, il s'assura qu'aucun autre Abutal n'avait été attiré par les cris. On n'entendait plus que le souffle du vent dans les frondaisons et les bruits du combat qui se déroulait à proximité du village. L'odeur de chair brûlée l'écœurait. Il se mit debout et contempla tour à tour les 8 guerriers abattus. Tous avaient dû être tués sur le coup, mais il préférait s'en assurer de visu. Chaque cadavre avait presque été sectionné par le rayon. Aux endroits exposés, la peau était horriblement boursouflée et racornie sous le sang noir. De sang, on n'en voyait pratiquement pas, car l'énergie du rayon, absorbée par les corps, avait fait cuire les poumons et les intestins. Les boyaux, en se contractant, avaient éjecté leur contenu. Vala regarda le vibreur. Malgré sa curiosité, elle connaissait trop bien son frère pour songer à lui demander la permission de l'examiner. « Il y a 2 réglages, dit-elle. Que peut-il faire lorsqu'il est à pleine puissance ? » « Il perfore un blindage d'acier de plus de 3 mètres, répondit Wolfe. « Mais la charge se consume en 60 secondes, alors qu'à puissance réduite, elle dure 10 minutes. » Elle regarda ses poches, et il sourit. Il n'avait pas l'intention de lui dire de combien de recharges il disposait. « Qu'avez-vous fait de vos armes ?» demanda-t-il. Vala proféra un juron. « On nous les a volées pendant notre sommeil. J'ignore si c'est le fait d'Orizen ou de cet être visqueux, Théotormon. » Wolfe partit en direction du village. Les 2 autres lui emboîtèrent le pas. Au-dessus d'eux, l'île volante les plongeait dans une faible pénombre qui s'accentuerait bientôt lorsque la lune dispensatrice de nuit apparaîtrait à l'horizon. Les Ilmaouir, aussi bien les hommes que les femmes, se lâchaient toujours par les ouvertures de la base de l'île. Certains, suspendus à des grappes de sacs de grande taille, restaient aux abords de la base et combattaient les foyers d'incendie. Ils étaient munis de sortes de sphères qui, lorsqu'elles étaient comprimées, crachaient un jet de liquide. « Ce sont des créatures marines, » expliqua Vala, « des amphibies. Elles se déplacent sur la terre ferme en émettant des jets d'eau qui les font rouler. » Wolfe régla le vibreur à son maximum de puissance. Chaque fois qu'il parvenait à proximité d'un câble accroché à des branches ou d'une ancre de pierre, il sectionnait l'amarre. À 3 reprises, ils tombèrent sur des ennemis et il utilisa son arme à puissance réduite. Lorsqu'ils atteignirent enfin le village, 4 amarres avaient été libérés et 22 Abutal tués. « C'est une chance pour nous que tu sois venu nous rejoindre, » lui dit Vala. « Sans ton aide providentielle, je ne crois pas que nous aurions pu songer à leur résister. » Wolfe haussa les épaules. Il éjecta du vibreur une douille vide et la remplaça par une charge neuve. Il ne lui restait plus que 6 petits cylindres, et à ce rythme-là, il ne les conserverait pas longtemps. Mais il n'avait pas le choix. Le village était assiégé du côté opposé à la mer par une centaine d'Abutal. Apparemment, ceux qui avaient réussi à atterrir à l'intérieur de l'enceinte avaient été mis hors de combat, mais les défenseurs avaient à lutter contre d'innombrables foyers d'incendie. Toutefois, la menace d'une nouvelle attaque par la voie des airs semblait exclue. L'île des Ilmaouir, affectée par la rupture d'un grand nombre d'amarres, s'était déportée insensiblement sous l'action du vent, et si une centaine de câbles et de lianes ne l'avaient pas retenue encore, elle serait partie à la dérive. Wolfe et ses compagnons prirent position sur une butte en retrait du village. 4 idoles de pierre se dressaient au sommet et leur fourniraient éventuellement une protection contre les flèches. Wolfe régla son vibreur à l'intensité la plus forte,
et un étroit pinceau d'énergie balaya le groupe d'officiers qui occupait l'unique autre éminence visible à proximité du village. Au bout de quelques instants, les Abutal se rendirent compte de ce qui se passait. La moitié abandonnèrent le siège pour se regrouper au pied de la butte où se trouvait Wolf. L'endroit fut bientôt hérissé de flèches et de javelots menaçants. « Ils sont sur la défensive maintenant, » dit Vala. « S'ils ne le savent pas encore, ils vont bientôt s'en apercevoir, et ce sera une bonne chose pour nous, car peut-être... » Elle resta un moment silencieuse. Wolf abattit 3 hommes qui couraient se mettre à l'abri dans un creux. « Peut-être quoi ?» demanda-t-il. « Notre père bien-aimé nous a laissé un message sur cette île pour nous défier d'arriver jusqu'à son palais. Vraisemblablement, notre seule chance est de découvrir les portes qui y conduisent. Il n'y en a pas sur l'île où nous sommes. D'après le message, il en existerait 2 sur une autre île, mais nous ne savons pas où. C'est pourquoi je me disais... » Une clameur s'éleva, et les premiers rangs d'Abutal s'élancèrent à l'assaut de la colline. Les archers les couvrirent d'un feu nourri d'au moins 30 flèches par volée. Vala et Rintra s'abritèrent derrière une idole de pierre, à contre-cœur, car il lui répugnait de gaspiller ainsi ses recharges. Wolf visa par-dessus la tête des premières lignes. Le rayon blanc décrivit un large cercle et de la fumée s'éleva de la végétation et des chairs brûlées. Les archers avaient dû s'avancer à découvert pour mieux tirer, et la plupart tombèrent. Les projectiles sifflaient autour de Wolf, crépitant et rebondissant sur les idoles. Une flèche lui érafla l'épaule, une autre ricocha sur la pierre et passa entre ses jambes. Puis les flèches cessèrent. Les Abutal, humant la chair grillée et voyant leurs archers décimés, hésitèrent. Wolf en tua quelques-uns et les autres s'enfuirent vers la jungle. « Tu te disais » demanda-t-il en se tournant vers Vala. « Nous pourrions chercher pendant des siècles en utilisant cette île comme un vaisseau, sans jamais rencontrer celle qui nous intéresse. Peut-être est-ce là l'idée de notre père. Il triompherait à nous voir nous enliser chaque jour davantage dans des recherches futiles, à assister aux querelles sanglantes qu'une longue association déchaînerait inévitablement parmi nous. Mais si nous étions sur une abuta qui nous permettrait de nous déplacer plus vite et d'élargir considérablement le champ de nos recherches, ce n'est pas une mauvaise idée, fit Wolf. Mais qui convaincra les Abutal de nous accepter sur leur île? Et quelle garantie aurons-nous qu'ils ne nous massacreront pas à la première occasion? Je vois que tu as oublié de quoi ta petite sœur est capable. Ignorerais-tu, toi qui m'as aimé, mon pouvoir de persuasion? Elle se redressa et cria vers la jungle maintenant silencieuse et déserte. Pendant quelque temps, il n'y eut pas de réponse. Elle répéta son appel. Peu après, un officier se détacha des buissons géants. Il était de haute stature, puissamment bâti, âgé d'à peine plus de 30 ans. Derrière les cercles grossis de peinture qui ornaient son visage, on devinait des traits harmonieux. En plus des chevrons noirs qui recouvraient son cou et ses épaules, un oiseau de mer était peint sur sa large poitrine. C'était un Iftars, emblème du commandement des escadrilles de planeurs. À quelques pas derrière lui venait sa femme, vêtue d'un court pagne de plumes rouges et bleues, aux cheveux réunis en torsade au-dessus de la tête, au visage décoré de losanges verts et noirs. Un collier d'osselets pendait à son cou. Un Iftars était peint sur sa poitrine, et 3 cercles concentriques, un noir, un carmin et un jaune, entouraient son nombril. Selon la coutume des Abutal, elle accompagnait son mari au combat. S'il périssait, elle devait attaquer son ennemi et le terrasser, ou mourir elle-même en essayant. L'Abutal et sa femme gravirent la butte jusqu'à ce que Wolf leur donne l'ordre de ne plus avancer. Vala se mit à parler, et l'homme commença de sourire. Durant la conversation, cependant, sa femme ne cessa de dévisager Vala en prenant un air de plus en plus hostile. C'était Les Portes de la Création, tome 2 de la saga des Hommes-Dieux, par Philip Joseph Farmer. Chapitre 3. Si vous avez apprécié cette lecture, merci de liker, commenter et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.